Alors, on peut continuer? Oui, docteur. Mais là, bon, Mais on voit pas la diapo. petit incident technique. Est-ce qu'on m'entend? Oui, docteur. On vous entend, mais il n'y a pas de diapo. Ah bon, il n'y a pas de diapo. D'accord. Ben, il y a un problème, là, j'arrive pas, hein.
Là, ça va? Alors, on m'entend? On continue? Oui, docteur, on vous Alors, entend. les cellules transformées, donc on a parlé de l'initiation, de la promotion. Les cellules transformées se multiplient en clones ou métastases. Les substances chimiques non cancérogènes peuvent favoriser la mutation induite par d'autres substances. On les appelle les agents promoteurs et dont le mécanisme est encore largement inconnu. Toute modification n'entraîne pas nécessairement une mutation, car les cellules possèdent elles-mêmes des systèmes enzymatiques capables de réparer les modifications de structure des gènes. Donc, il va y avoir une réparation de l'ADN et donc, dans ce cas-là, le cancer n'apparaîtra pas. Maintenant, on va parler de la notion de dose seuil. La dose seuil se définit comme étant la dose en deçà de laquelle un cancérogène serait inefficace. Cela peut s'expliquer par deux théories. La première, elle postule qu'il existe pour chaque cancérogène un niveau d'exposition non dépassé ne peut engendrer un cancer, car vont jouer les mécanismes cellulaires. Qu'est-ce qu'il y a? Oh là là, je vais aider, hein. Voilà. Les mécanismes cellulaires d'inactivation des substances cancérogènes et réparation de l'ADN altéré. Là, il faut donc un niveau d'exposition qui doit être non dépassé. Donc, en deçà de ce niveau, le cancer ne va pas apparaître parce qu'il y a les moyens d'inactivation des mécanismes cellulaires qui vont inactiver les substances cancérogènes et vont entraîner donc une réparation de l'ADN. Bon, on a été largement perturbé, hein, désolé, je m'excuse, mais c'est un peu la faute à l'Internet. La deuxième, elle infirme l'existence de ce seuil critique. Donc, il convient plutôt de préciser le niveau d'exposition où on peut parler également où le risque est acceptable. Donc, il y a un niveau d'exposition. Si on atteint ce niveau, et plus ce niveau est atteint, plus le cancer va apparaître. Et donc, si on travaille avec un niveau plus bas, le risque est acceptable et donc le cancer n'apparaîtra pas. Il convient plutôt de préciser le niveau d'exposition et donc le niveau où le risque est acceptable. Bon, on passe rapidement. Maintenant, on va rentrer dans les choses les plus importantes. C'est quels sont les cancérogènes professionnels. Quels sont les principaux cancérogènes professionnels? Des milliers de substances sont classées parmi les cancérogènes potentiels. Le principe de précaution doit s'appliquer à cet égard. Principales substances industrielles reconnues cancérogènes pour l'homme. Quelles sont-elles? Donc là, on a des classifications. On a le CIRC, classification internationale, c'est un centre international de recherche sur le cancer. Il y a l'UE, c'est l'Union européenne. Il y a CLP, c'est une classification également qui est utilisée. Et là, c'est pour classer les différents cancérogènes. Le CIRC le classe en 4 groupes. L'Union européenne, elle classe les substances cancérogènes en 3 catégories. 1, 2, 3. Et le CLP, donc c'est un peu l'Union européenne, c'est la catégorie 1, prochainement 1A, la catégorie 2 et prochainement 1B et la catégorie 3, prochainement 2. Donc là, sachez, quand vous faites vos lectures, qu'il y a plusieurs classifications, mais en général, on se base beaucoup plus sur la classification du Centre international de recherche sur le cancer et qui classe
les substances en 4 groupes. Groupe 1, agents cancérogènes avérés ou certains. Groupe 2, agents probablement cancérogènes. Le groupe 2B, agents peut-être cancérogènes, donc possible. Le groupe 3, agents inclassables quant à sa cancérogénicité. Et le groupe 4, agents probablement pas cancérogènes du tout. Voilà, on continue. Là, je vais vous montrer, on avait dit que les agents cancérogènes étaient classés en 3 groupes, des agents physiques, des agents chimiques et des agents biologiques. Parmi les agents physiques, nous avons les rayonnements ionisants et les rayonnements non ionisants, et qui sont donc désignés par ce trèfle sous forme de triangle. Voilà, un fond jaune avec un trèfle noir. Il désigne donc les agents physiques. Les travailleurs hospitaliers, par exemple les radiologues, les manipulateurs radio, peuvent nous faire un cancer si les moyens de protection ne sont pas portés par ces travailleurs. D'où l'obligation de porter ces moyens de prévention quand on travaille avec des produits à risque, tels que les rayonnements ionisants, les rayonnements non ionisants, par exemple les UV, les infrarouges, peuvent entraîner également des cancers. Par exemple, le soleil, chez les agriculteurs, on a pu décrire des cancers cutanés liés aux rayons solaires. Les produits chimiques, voilà, schématisés sous cette forme, c'est l'effet CMR, cancérogène, mutagène, et qui entraîne des lésions au niveau de la reproduction, donc qui vont toucher le fœtus dans le ventre de sa maman. Ce sont des substances ou des mélanges ou des procédés. On peut citer le formaldéhyde, là c'est bon, vous voyez les diapos s'il vous plaît? C'est bon? Pas de diapos toujours? Oh là là! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a pas de diapos? Non, docteur, on a le Si, diapo. madame. On a la diapo. Docteur, on voit la diapo. Vous On les pouvez voit, continuer. madame. Là, ça va? Oui? Ah ben, on continue. Très bien. Oui. Ah ben, on continue. Voilà. Donc j'ai parlé des agents physiques. Voici le symbole des agents physiques, rayonnement ionisant, rayonnement non ionisant. Les produits chimiques qui peuvent entraîner un effet CMR, cancérogène, mutagène et troubles de la reproduction. Ce sont les substances, les mélanges ou procédés, c'est les mélanges des substances chimiques. On a l'exemple du formaldéhyde, on a le solvant et les composés aromatiques. Par exemple, les solvants, vous prenez le benzène. Le benzène, il est reconnu comme entraînant des cancers sanguins, surtout les cancers qui vont toucher donc la moelle osseuse, et on peut avoir des leucémies. Le formaldéhyde également est un cancérogène qui peut donc toucher différents organes. Les agents biologiques, tels que les micro-organismes, les parasites, les cultures cellulaires, par exemple, et les toxines. Pour les micro-organismes, vous avez, par exemple, on va aller prendre en milieu hospitalier le virus de l'hépatite virale. L'hépatite virale B, donc elle peut évoluer dans sa forme chronique. Donc, on peut avoir d'abord une infection aiguë. Cette infection aiguë peut passer inaperçue parce qu'elle est assez légère, il n'y a pas de traitement. Elle peut passer à la chronicité, et dans la chronicité,
elle peut évoluer vers un cancer et c'est l'angiosarcome du foie. Donc, comme on l'a déjà cité, nous avons des agents physiques, nous avons des agents chimiques et nous avons des agents biologiques qui peuvent être à l'origine de l'apparition d'un cancer en milieu professionnel, puisque notre question d'aujourd'hui, c'est le cancer en milieu professionnel. On continue. Voilà, donc en plus des facteurs liés au travail lui-même, il y a donc l'environnement qui peut induire l'apparition de ces cancers. Bon, il a été rapporté dans les différentes études que les travailleurs exposés à un travail posté, c'est-à-dire ils font des rotations dans leur travail, dans leurs horaires de travail, ils travaillent la nuit pendant 2 jours, ils travaillent le jour, enfin, c'est 2 nuits, 2 jours et 2 jours de repos. Voilà le rythme de travail posté utilisé au niveau de l'hôpital. Vous avez, par exemple, Al-Hajjar, ils font le 3 x 8. Voilà, ils font des rotations, 3, 3, 3, et ils se reposent 2 jours. Donc, le travail posté, c'est-à-dire le travailleur n'a pas d'horaire fixe, il tourne en travail de nuit, travail de jour, repos. Là, il a été publié pas mal de travaux qui ont prouvé que c'était à l'origine d'apparition de cancer chez les infirmières occupant un poste de travail posté. Le tabagisme, actif ou passif, donc aussi bien l'actif, donc le fumeur lui-même, le passif, c'est l'entourage, la famille d'un homme ou une femme, donc dont la famille est exposée aux poussières, aux fumées, donc peut être à l'origine d'apparition d'un cancer. Il a été prouvé également qu'il y a une prédisposition génétique. Vous avez parfois dans des familles plusieurs membres de la famille qui font un cancer du sein. C'est très, très fréquent. Un cancer du côlon, un cancer cutané. Donc, il y a déjà une prédisposition génétique. Donc, dans les gènes cellulaires, quand on va au niveau de l'ADN, il y a déjà une prédisposition génétique. Et également, donc, l'obésité est un facteur favorisant d'apparition du cancer. Donc, en plus du risque lié à la profession, vous avez l'environnement qui va rentrer en ligne de cause. Donc, l'environnement professionnel d'une part, plus ces 4 facteurs qui vont favoriser l'apparition du cancer. Alors, comment vont rentrer ces substances dans l'organisme? Je l'ai déjà expliqué dans mon cours sur la toxicologie industrielle. Nous avons parlé des 3 voies de pénétration du produit. Nous avons l'inhalation, l'ingestion et la pénétration par voie cutanée. L'inhalation par voie respiratoire, donc c'est surtout les poumons, c'est tous les produits sous forme de poussière, d'aérosols, de gaz, de vapeur et fumée. Donc tout ça peut être inhalé et donc on dit que la voie d'absorption est respiratoire, c'est l'inhalation. L'ingestion, donc l'ingestion, c'est à travers les mains. En général, pourquoi on dit il est interdit absolument de manger, boire, fumer sur les lieux de travail? Parce qu'on travaille, quand on travaille, on a les mains qui sont souillées, les objets sont contaminés, et si on va prendre nos repas au niveau du poste de travail, donc nous allons souiller notre alimentation, et donc il va y avoir pénétration du produit toxique par voie buccale. Particules c'est de pesant sur le visage, en particulier donc sur les muqueuses, normalement, sur les lèvres. La voie cutanée, c'est par effraction cutanée, piqûre, plaie ou coupure, soit une lésion cutanée ou un eczéma.
c'est-à-dire une lésion préexistante. Donc, on peut, par exemple, on peut avoir une piqûre par une aiguille qui est déjà souillée. Pour l'hépatite virale, pour l'accident exposant au sang, en général, c'est quand on est contaminé par une aiguille non stérile. C'est pour ça qu'il est indispensable de déposer les aiguilles dans leur conteneur. Et il est déconseillé de recapuchonner une aiguille qu'on vient d'utiliser. Donc, les moyens de prévention, c'est éviter de recapuchonner l'aiguille, mais il faut la jeter dans le conteneur qui a été mis en place pour ça. Donc, on peut avoir également une projection sur les muqueuses, l'œil, la bouche, le nez, par contact ou projection. Donc, ce sont là les 3 voies de pénétration du produit dans l'organisme. Le produit toxique qui peut être, je le répète, qui peut être physique, chimique ou bien biologique. C'est clair? C'est compris? Alors, nos réponses, c'est bon? Il n'y a pas de réponse. Je dirais que Oui, c'est docteur, oui. c'est clair. OK, on continue. Là, c'est une diapo qui va vous schématiser comment les produits vont pénétrer dans l'organisme et quels sont ces produits. Nous allons avoir les produits physiques. Physiques, en général, on a une exposition aux rayons X, voilà, particules radioactives ingérées ou inhalées ou mises en contact avec une blessure. Donc là, c'est quand on utilise des radionucléides, donc on peut aussi bien les inhaler, on peut les ingérer, et également ils peuvent pénétrer par contact. Donc les 3 voies peuvent être possibles. Toujours dans les agents physiques, en parlant des rayons X, là, la voie externe, c'est la source radioactive, élément externe qui va irradier le corps. C'est pour ça, le manipulateur radio doit exercer en tenant, aussi bien les manipulateurs que le médecin radiologue doivent travailler avec une blouse plombée, porter des gants, porter des lunettes et porter un cache-thyroïde. C'est les moyens de protection de l'organisme. Voilà. Chimique, c'est en manipulant les produits chimiques. Vous voyez cette infirmière ou cette laborantine qui est en train de manipuler sans porter aucun moyen de prévention. Là, le risque y est. Donc là, elle peut déverser le produit, le liquide sur ses mains. Elle peut, si les mains sont contaminées, elle porte les doigts à la bouche, elle peut être contaminée par voie digestive. Et également, si le produit est volatile, elle peut inhaler. Donc, les 3 voies de pénétration sont possibles. Vous avez, pour le risque biologique, voilà, une infirmière, donc c'est une boîte de pétri avec un ensemencement de la boîte par des micro-organismes pour voir comment ça pousse. Et là, les infirmiers doivent travailler avec des gants. Des gants, parce qu'il peut y avoir aussi bien inhalation, ingestion et pénétration par voie cutanée. Par exemple, j'ai dit la piqûre. La piqûre, c'est une effraction cutanée et le germe peut passer pour l'hépatite virale, l'HIV. Vous avez pas mal d'autres microbes qui peuvent passer par voie cutanée. La tuberculose, c'est par inhalation. Si notre infirmier est en contact avec un malade qui est traité pour tuberculose, avant le traitement, ce patient est contaminant et l'infirmier peut contracter une tuberculose. Voilà, je pense que c'est clair, c'est compris. On continue. Ah oui, là aussi, c'est une infirmière qui fait de l'ensemencement. Pardon, pour que vous voyez mieux la diapo, j'arrive pas à la soulever.
Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, c'est une infirmière qui manipule une aiguille et donc le risque d'effraction cutanée. Voilà. Oui, oui. Allez-y. Voilà, donc on passe à la prochaine diapo. Donc là, on va parler des substances cancérogènes et les principaux sites, leurs sites d'action. Par exemple, si on prend l'arsenic comme substance qui est largement utilisée, on a la peau et les poumons. Donc on peut avoir des cancers de la peau et des cancers au niveau des poumons. Pour l'asbeste, professeur Tourab vous a fait le cours sur l'amiante qui est de l'asbeste. On peut avoir un cancer au niveau du poumon, on peut avoir également un cancer de la plèvre. Le chrome est retrouvé dans le ciment et il peut nous donner un cancer au niveau du poumon. Le nickel, c'est surtout les sinus nasaux et les poumons. Le benzène, donc là, le benzène, c'est un produit chimique, c'est un solvant. Il va être responsable de cancer de la moelle osseuse et nous allons pouvoir voir plusieurs types de cancers. Il peut y avoir des leucémies, il peut y avoir des leucémies aiguës comme des leucémies chroniques, la LMC, la LLC. On peut avoir, alors si on prend le tableau des maladies professionnelles concernant le benzène, ça va aller de l'anémie jusqu'à l'apparition des leucoses. On continue. Alors, là, c'est les produits qui vont. C'est des produits chimiques, c'est les amines aromatiques qui sont responsables de cancer de vessie. Les amines aromatiques, c'est surtout des produits qu'on utilise dans la peinture. Ils sont utilisés comme des colorants. Et donc il y a la loramine, il y a la bêta-naphthylamine, il y a la benzidine, la 4-aminodiphényle, la 4-nitrodiphényle. Ces substances vont être responsables de cancer de la vessie. Le bischlorométhyléther, responsable du cancer du poumon. Le chlorure de vinyle, produit chimique, il est responsable du cancer du foie, du poumon et du système nerveux central. Les goudrons, la suie et les huiles. Les goudrons, c'est les produits qui sont utilisés pour le traitement des routes. C'est le produit noir qu'on utilise donc pour faire les routes, les travaux publics. Donc, et on n'a jamais vu un travailleur utiliser ces moyens de protection, ils n'ont même pas de masque, et donc ils peuvent développer un cancer de la peau et un cancer du poumon. Les huiles isopropyliques, un cancer des fosses nasales et un cancer du larynx. Les gaz moutardes, donc c'est des gaz qui ont été utilisés en temps de guerre et ils sont responsables de cancer du poumon. Alors, là, il y a certaines professions et quelle est l'apparition du risque relatif de cancer. Par exemple, chez les hommes, donc les sujets masculins, les maçons fumistes de l'industrie sidérurgique, ils font surtout des cancers des poumons. Le maçon fumiste, c'est un maçon. Pourquoi on dit fumiste? Parce qu'il intervient au niveau des briques réfractaires du haut fourneau. Vous savez que dans la sidérurgie, on a un haut fourneau. De temps en temps, les briques se cassent et c'est le maçon fumiste qui va aller réparer ces briques. Et en faisant cette réparation, il peut développer un cancer du poumon.
Le fermier, les éleveurs, donc le fermier, les éleveurs, là, ils peuvent faire un cancer de la vessie. On a également les cultivateurs. Ils peuvent faire des mélanomes cutanés. Et je vous dis, c'est l'exposition au soleil, donc c'est les UV qui vont être responsables de mélanomes cutanés. Les fondeurs, c'est des travailleurs de l'industrie sidérurgique. Ils travaillent, ils vont s'occuper du haut fourneau. Ils interviennent au niveau de la coulée de fonte. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne un haut fourneau. Le haut fourneau, c'est une grosse marmite. Donc, on met des métaux et ces métaux vont se faire, en général, c'est pour fabriquer par la suite le fer à béton. On appelle ça le rond à béton. Et on a également les plaques de fer qui est de l'acier. Donc, en fonction de ce qu'on ajoute, on obtient les différents produits qu'on veut. Mais avant, donc, on met tout le fer, on met le minerai de fer de Loenza, on met tous les voitures usées, tous les types de fer, et ils sont portés à très haute température et ils vont couler sous forme de fonte. Et c'est cette fonte-là, je ne sais pas, je pense que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir un haut fourneau et de voir comment se fait la coulée de fonte. C'est du métal en liquide et les travailleurs sont exposés et donc ils peuvent faire un cancer du poumon, ils peuvent faire un cancer de la vessie. Les travailleurs du cuir également peuvent faire un cancer de la vessie. Pourquoi? Parce que là, dans le cuir, il y a du chrome et le cuir est traité. Quand on traite le cuir avec des colorants par les amines aromatiques, on peut avoir un cancer de la vessie. Là également, on a les machinistes. C'est les gens qui travaillent avec les machines et donc ils vont utiliser des huiles dans les machines. Par exemple, vous avez les tourneurs, ils utilisent des huiles pour humecter leurs pièces métalliques et ils vont se nettoyer les mains avec des solvants. Ils peuvent faire un cancer de la prostate, ils peuvent faire des leucémies. Les mouleurs, là, c'est les travailleurs de la sidérurgie, au niveau de la fonderie, ils ont des moules et donc la coulée de fonte va couler dans les moules pour fabriquer la pièce demandée et là, ils peuvent faire également des cancers du poumon. Les peintres, j'ai dit dans la peinture, il y a beaucoup d'amines aromatiques utilisées comme colorants et là, on peut faire un cancer du poumon et de la vessie. Les imprimeurs, parce que avant, c'est plus l'imprimerie actuellement avec les imprimantes modernes et tout, mais auparavant on utilisait des lettres en fonte et donc là, avec la chauffe de la fonte et tout ça, on peut avoir un cancer de la cavité buccale et du pharynx. On continue chez les femmes, donc les femmes qui sont cuisinières. Donc là, c'est surtout la chaleur. La chaleur, on peut avoir des cancers du poumon et également un cancer de la vessie. Les coiffeuses, vous savez très bien que les coiffeuses utilisent pas mal de produits toxiques, particulièrement les produits utilisés dans les teintures. C'est des colorants. Ils peuvent avoir un cancer de l'ovaire, de l'utérus et apparition de lymphome. Les ouvrières de la filature. Est-ce qu'on sait que veut dire filature? Filature, ça vient de fil. Et le fil, en général, ils proviennent de la laine. On va faire, il peut y avoir de la laine ou bien de la soie. Et là, ces fils vont être colorés. Donc, on va utiliser des colorants. Et si on utilise des colorants, on est exposé aux amines aromatiques qui sont responsables d'apparition d'un cancer de la vessie. Bon, je suis obligée de faire vite parce que le temps passe, on a pris du retard au début. Donc, je continue. Là, il y a un tableau qui vous donne le type de cancer, les principaux facteurs de risque professionnels et les pourcentages. Donc, on a le cancer du poumon. Pour le cancer du poumon, c'est surtout l'amiante, les rayonnements ionisants, le radon, la silice, les métaux
les hydrocarbures aromatiques, les hydrocarbures halogénés. On a le mésothélium, c'est le cancer de la plèvre donné par l'exposition à l'amiante. Nous avons le cancer de la vessie, c'est les amines aromatiques et les hydrocarbures aromatiques. Nous avons les cancers nasocinusiens, vous avez le bois, le travail du bois, le nickel, le chrome et le cuir qui sont responsables de cancers de nasocinusiens, pourcentage de 7 à 40%. Là, c'est une étude qui a été faite en France en 2003. Les leucémies, c'est surtout le benzène comme solvant et les rayonnements ionisants, 5 à 18%. On avance. Et si vous avez des questions, vous me les posez là au fur et à mesure. On passe au chapitre prévention. Donc, l'avant-dernier chapitre, c'est la prévention. Comme on vient de le dire, vous avez vu tous les produits qui peuvent entraîner un cancer chez nos travailleurs. Ce cancer ne pourra apparaître que si les moyens de prévention ne sont pas respectés. Premièrement, donc, quand il existe un risque cancérogène, il y a des particularités, soit le risque est différé, soit multiplicité, méconnaissance des agents cancérogènes, difficulté à identifier l'origine professionnelle d'un cancer. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La prévention, donc il faut faire la prévention, elle est à la fois technique, réglementaire et médicale. Et seule la suppression totale de l'exposition professionnelle au cancérogène peut supprimer la part professionnelle du risque. Voilà, c'est-à-dire, oui, on porte les moyens de prévention. Il y a une prévention, je pense que là, vous êtes à la fin du module, vous savez très bien que dans la prévention, nous avons deux grands chapitres, la prévention technique et la prévention médicale. Dans la prévention technique, on parle de prévention technique collective, c'est la meilleure. Donc, c'est les écrans protecteurs, c'est les murs plombés, c'est le travailler derrière le pupitre pour les manipulateurs radio. Individuel, donc c'est les moyens de protection individuelle que porte le travailleur. Gants, blouses plombées, lunettes de protection, cache-thyroïde. Je vous parle là du manipulateur, du radiologue et du manipulateur radio. Voilà. Et nous avons